premier cabinet, mais IBF Group, c'était la première institution spécialisée en finance islamique qui a vu le jour au Maroc en 1997, à travers Anas Lesnaoui, qui vient spécialement de Tunisie pour l'événement, et je le remercie beaucoup pour cet engagement et ce militantisme, et que je vous demande d'applaudir très très fort pour ses sacrifices. Donc c'est Anas Lesnaoui, président de IBF Group. Il est consultant en capacitation économique, Temkin Irtisadi, Economic Empowerment, et auprès de la Banque islamique de développement. Il est dit ingénieur de l'Université de Bordeaux. Il a contribué à la création de la FMIFI en 1987. Et membre fondateur, voilà, il a contribué à la création de la FMIFI. Et il a créé en 2007 le premier fonds d'investissement Green Invest Europe. À dire aussi que M. Anas Lesnaoui n'est pas que dans l'académique ou le développement de la théorie qui est certes intéressant, mais aussi un praticien, c'est un opérateur économique qui a pu concrétiser ses rêves de finance islamique sur un plan économique. Donc il a plus d'une cinquantaine de projets de capacitation économique sur 15 pays arabes et africains, en partenariat avec la BID, l'USAID et l'ONU. Il est également à l'origine de la création de la méthodologie FORSA, Force System of Assistance, qui est un programme de lutte contre la pauvreté par le développement économique et non pas par l'assistanat ou par le social. Donc lui, il corrige le social par l'économique et non pas le... Et également, il a pu développer un système d'information, je pense le premier système d'information de microfinance islamique sur la base de la méthodologie. Merci beaucoup Anas d'être parmi nous. Et je donne la parole sans tarder à Wael Aminou pour nous parler de l'assurance, Tekaful et les marchés de capitaux islamiques. Merci Wael. السلام عليكم ورحمة الله. غادي نبدا بالتعقيب فقط على مسألة الطنبولة عندنا move on to my presentation. بالنسبة للطنبولة كنظن السي عبد الرحمن كان عطى الإجابة على الأمر، ولكن كنظن الإجابة كانت عامة، لأن الحكم على الشيء لازم يكون يعني كنقولوا في الفتوى يكون تصوير المسألة، فالتصوير ما كانش دقيق فكانت الإجابة عامة، ولكن يعني الأمر يعني قد يختلف على حسب التصوير. مثلا واش مثلا باش نشارك في الطنبولة واش تدفع شي حاجة ما تدفعش شي حاجة، فممكن الامور يعني التصوير ممكن يخلي الحكم مختلف، ولكن الحكم كنتعطاو الراي كان عطى السي عبد الرحمن يحلو ورأي عام على اساس ان التصوير مسألة الراي كان عام. هذا فقط يعني كتعقيب على مسألة الفتوى في الطنبولة. Okay. It's a pleasure to be here today to talk about important topic related to Islamic finance. Actually, I have three challenges for my presentation. The first challenge is to replace my friend and my colleague Mohamed Boulif, who missed the plane yesterday, so he couldn't be with us. And I was informed in the morning that I should take the floor and talk about Tekaful and Sukuk. So I hope that my presentation will do justice to Mohamed Boulif. So that's the first challenge. The second challenge, I will try to do the presentation without PowerPoint. So for me, this is new. This is a challenge because I didn't have time to prepare a presentation. So I'll go without PowerPoint, and I hope it's going to be better. And the third challenge would be to respect the time because it's lunchtime and we've got the Friday prayer. All right. So for the topics of my presentation, I have two topics. The first one is related to Tekaful, and the second one is related to capital markets. So try to be as brief and as concise as possible. So as mentioned by Dr. Balaji in the morning, he talks about the different blocks of Islamic finance and Islamic economics actually. I'm going to talk about Islamic finance more precisely. So in Islamic finance, we've got four blocks, in my opinion. The first one is banking, second one Tekaful or insurance, the third one would be capital market, and the fourth one would be microfinance. And we are so fortunate to have with us Mr. Ihsan, which is an international expert in microfinance or capacitation. So in those four blocks, we've got Tekaful, which is an important block. And by the way, why those blocks are important?
Very important because we can't have Islamic banking without having the different blocks. We can't have Islamic banking without Takaful, we can't have Takaful without banking, we can't have capital markets without banking and Takaful and microfinance as well. So this is an industry, and it supposes that we have kind of like an integration between the different parts. And if you look at the legal framework in Morocco, we started off with the banking law, and then we moved to the sukuk, or the securitization law, and then today, hopefully, we'll have also the Takaful law. So you see this holistic view about Islamic finance, so you need to have those four blocks. So Takaful is important, and the question we can have right now is, what's the difference actually between Takaful and conventional insurance? I think that Dr. Lehlu kind of answered this question. So there are many differences actually, but the common thing about those different industries is that they serve the same goal. So at the end is to insure people against risk, and which is, by the way, an important goal, because we need to be insured against risk, against illness, against damages that we can have in our cars and so on. So insurance is very important, but there are fundamental differences between the business model of Takaful and the business model of insurance. And the main difference is that, as mentioned by Dr. Lehlu, is that in conventional insurance we have this gharar problem. And you know, the main problems with conventional is that, or Islamic finance, you have three interdictions. You have riba, gharar, and darar. Okay, so the three things. And we have in conventional insurance, we have the gharar problem. Because when you go to an insurer, a conventional insurer, what do? You just trade risk for money. I mean, it says, are you willing to buy my risk, so to speak, and give you money, and then the counterparty would be to handle my risk if the events occur. And this is, it has a clear contradiction with the objectives of Sharia. So we have this problem of gharar. And the second problem, we have a problem with darar also, because many of the major insurance companies, they do invest in, let's say, non-Sharia compliant instruments. They go in treasury bonds, they invest in derivatives also, they invest in many non-compliant instruments. So this is a second reason why we have some issues with conventional insurance. So today we have an industry called Takaful, and from the Arabic name, if you look at Takaful, you have the meaning of solidarity, you have the meaning of a community type institution. So we are at a community, and we're helping one another. So that's the principle of Takaful. It's like close to mutuals, so to speak, in the business model, but there are some nuances between mutual funds and Takaful. And today, this industry is a new industry, but it's kind of new because the first Takaful law in Malaysia, I think it was in 1984, so it's kind of new. And if you look today at total contributions, it's around $14 to $20 billion. So this is a tiny amount if you compare that to other big insurance companies like AIG, AXA, and so on. So this is extremely tiny. So today, this is a small industry. This is an industry concentrated in some countries, like 40% of all contributions in KSA, Saudi Arabia, and around like 21% in Malaysia. So it's still concentrated in many countries and still small. But the good news is that this is a growing industry, so it's growing at more than 20% a year, so which is a very good news. And this is a business opportunity for many insurance companies. But by the way, many conventional insurance companies, they have subsidiaries specialized in Takaful. All right. So how does it work in practice? In practice, as explained by Dr. Lehlu, it's very simple. You have, first of all, you need participants. What are the participants? Those are the clients that needs to be insured. So you need those participants. You need, and we call it a Takaful operator, because those participants will put money into a fund. So we are putting, everyone will put a contribution. We can, in this room, we can create a Takaful fund. So everyone will put 100 dirhams. So we have a fund with 100 dirhams times numbers of participants. But we are not experts, so we cannot manage this fund. We cannot pay for damages. We cannot score the client depending on the level of risk. So we need an operator that will manage the fund for us. But at the end of the day, to whom belongs the fund? It belongs to the participants. So this is a difference, and Dr. explained that as well, is that at the end of the day, if there is any surplus, this surplus will go to the participants. So this is fundamentally different from
Takaful. And because we are in the structure of solidarity and so on, we can do what we cannot do in commercial transactions. For instance, paying contribution and expecting a coverage. In this setting, it's allowed because it's a setting of solidarity. But if you're sitting in a commercial setting, it's not allowed because it gets into gharar. And in Arabic, al-gharar yusafar fi al-ba'd. So we have three business models in Takaful today, or many actually. The main ones are a business model based on wakala. What is a wakala? Is that you give a mandate to this Takaful operator. So the Takaful operator will take like 20% of total contribution. And sometimes less. If you look at the Sula Takaful, it takes around 17 to 18%, and Takaful 18%. So this is a business model. It's based only on wakala. So because they are managing, the operator is managing this fund, the operator gets a percentage, which is this is the remuneration of the job done by the Takaful operator. We have a second model, maybe let's say in GCC or also in Malaysia, so that we have a combination. We have a wakala because the operator is managing the fund, and we have also a mudaraba. What is mudaraba is that the operator is investing those funds, but on behalf of whom? On behalf of the participants. So the operator can get some rewards, some gains because of doing this, but this is based on the profits and loss sharing instruments. And we have also some models based on surplus, and for instance in KSA, they take wakala and they take a surplus from what's left at the end of the year. Yes, by international standards, AUP standards, this is not allowed, but in some countries, in Malaysia also, they can take surplus, part of the surplus, sometimes up to 30%. So we've got different models, but the philosophy behind Takaful is the same, is that we are participants, we own the fund, and someone else, which is the Takaful operator, will manage this fund for us. So at the end, what is different? We have a difference in the business model, but the meaning and the purpose of Takaful, of being insured, is the same, because we have almost the same products. We have life insurance, we have car damage, we have like products related to murabaha. For instance, we take murabaha from a bank, you need insurance because you have the property, the house, you can have damage on the house, so that can be insured as well. And you have sometimes an issue that the counterparty can die, or can have like invalidity. So in this case, the Takaful company steps in and cover those losses. So by the products are the same, the way they work is the same because they have the same scoring, they're based on mortality tables. So in terms of techniques, it relies on the same techniques, but the business model is different. And since the business model is different, in one case it's legal, and the other case is illegal from a Sharia standpoint. Alright, in Morocco, as mentioned by my colleagues in previous presentations, we have a Takaful law today. It's not voted yet, it's at the SGG, so Gouvernement. And hopefully, by the end of, I hope, very soon we'll have this law, because we can't, as I mentioned earlier, can't have a strong Islamic banking industry without having a strong Takaful industry, because they go very, very. So we can't have banking without Takaful. So that's important. We still have challenges in Takaful, and for me the main challenge is standardization, because we don't have the same standards. I talked about Tunisia, I talked about KSA, I talked about Malaysia. The models are different, and in some places they allow some practices, and in other places they don't allow that. So the fact of having different models, for me, it harms the industry. So we should push for having more standards, and this is true also for Islamic banking and sukuks. So standards are important, because if you don't have standards, you don't have scale, and if you don't have scale in insurance, it's going to be very expensive for people. So standards are important. The second aspect is knowledge, and this is a big issue, because many people think that conventional insurance from a Sharia standpoint is fine because just insurance and so on. So we need to explain that to people, and if people don't understand the importance of Takaful, maybe they're not going to buy Takaful. And the third challenge is scale. When I talked about the contribution, we are around like 10 to 20 billion, and this is tiny. I mean, you can't have a big industry with $20 billion. You can't have retail Takaful as well. So we have to work on scale,
And for me, one of the reasons why we don't have scale is because there are some fatwas of scholars that they say that it's okay to have conventional insurance as long as there is no alternative. So it doesn't put an incentive, a pressure on banks, on financial companies to develop alternatives as long as they can go by with existing insurance contracts. So that's one of the problems for Takaful. But this is a very interesting industry. And again, we can't have a resilient and a strong Islamic banking industry without having Takaful. So this is roughly some ideas about Takaful because I don't have a lot of time. So I'm going to switch gears to Sukuk and capital markets. So capital markets, I think we can talk today from a size perspective. It's bigger than Takaful, so it's the statistics are different. Sometimes there are some differences, but we can say that it's between 100 and 200 billion dollars. So this is larger, but it's still small from if you compare that to the scale of big investment and hedge funds internationally. So this is a bit small, but it's also growing at 20% on average per year. It is concentrated on Malaysia. Malaysia is a key market for capital markets, Islamic capital markets, and also in GCC. And from an instrument standpoint, capital markets can be decomposed from an instrument into three categories. The first one is equity. The second one are sukuk, and the third one will be derivatives. We don't have a lot of derivatives. My colleague is have more expertise, has more expertise than I do in this field, but it's still very tiny from a tool, and it has a lot of issues from the Sharia. But let me talk about those sukuks. Those sukuk is plural. Let me talk about sukuk. I explained that in a couple of 6 minutes. It's not enough for me. So for sukuks, those are investment instruments, and as mentioned in the previous presentation, they need to be related to some kind of assets, actually. Okay. So for instance, we can build a university using sukuk. That's possible. So we're going to issue a sukuk, collect money. With this money, build a university, and from tuition and fees, we're going to pay the whole of sukuks. And this is a possible scheme. So there is always some assets behind. And we have a lot of sukuks. We have sukuk ijara, sukuk murabaha, sukuk musharaka, we have hybrid sukuk. There are many kinds of sukuk, but the basic principle is the same. We have some assets, and we are investing in some kind of assets, and there is a PLS, a profit and loss sharing instruments behind. And of course, we can lose money with sukuk, which is not often the case because sukuk are often issued by government and by quasi-sovereign entities. I mean, kind of like companies like OCP, OSF, this kind of companies, because people buy sukuk, they want some kind of stability in the payoff. So we can't issue sukuk with a startup. So it doesn't work. So this is roughly sukuk, and then I have time to go into details. We have also in capital markets we call investment funds, and in these investment funds, like in conventional, we have mutual funds, we have pension funds, we have also sometimes hedge funds. So we have a lot of funds, but what is the difference between those funds and conventional funds is they work on the same principle, but we've got one difference is those funds are compliant and the other is not. And the compliance, we can see the compliance in the choice of investment vehicles. For instance, we're investing in an Islamic investment fund, we can invest in sukuks, we can invest in equity. And in equity, there are some criteria that need to be respected. I don't have time to go into those criteria, but the logic behind is the same. We have investment policies, we have portfolio management, we have optimization, and so on. But the difference is that those funds, they have Sharia laws that make sure that the principle of Sharia are respected. So that's mainly the big difference between those funds and the other funds. And finally, for derivatives, this is an important field because if you go into finance, you need to hedge. And if you need to hedge, derivatives are one of the instruments of hedging. We have standard contracts in our FED, we have our own, we have WED that can be used. We have SELM, which is a kind of hedging instrument. But in terms of like contemporary work to provide instruments that are like priceable, that are standard, we have a long way to go to get into this, and this is a big challenge for the industry. I think I'm going to wrap up with that. I would like to thank you very much for your attention.
and I'm happy to take your questions in the Q&A. Thank you. Merci beaucoup, Ziani, pour cette présentation très pertinente et très succincte. Je vous propose de laisser la séance de questions-réponses pour les deux interventions en même temps, et je passe sans transition à Dr Anas Hafnaoui pour la capacitation économique. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de m'avoir invité à cette journée d'études. Et chaque fois que je suis invité à une rencontre avec les étudiants, ça me fait plaisir parce que c'est l'occasion de partager un petit peu certaines expériences sur le terrain avec des jeunes étudiants qui travaillent sur des sujets de recherche et aussi avec les professeurs chercheurs. Alors, je vous propose d'aborder trois volets. Premièrement, je vais parler de l'origine de ce nouveau concept en économie islamique qui est la capacitation économique. L'appellation en français ne me plaît pas beaucoup. En arabe, c'est en anglais, c'est economic empowerment. Donc, mais ça a été traduit en français par la capacitation ou l'autonomisation économique ou certains d'autres. Donc, c'est un nouveau concept en économie islamique qui a été développé par David. Donc, je vais parler un petit peu de la définition de ce concept et son origine. Deuxièmement, je vais parler de certaines expériences qui ont utilisé le concept et la théorie de la capacitation économique. Et à la fin, je vais parler des perspectives de ce nouveau domaine, et son impact sur le système financier islamique. Alors, tout d'abord, le concept de la capacitation économique a démarré il y a plus de 15 ans. Tout d'abord par un diagnostic, par une volonté de la Banque islamique de trouver un moyen de lutte, un moyen efficace de lutte contre la pauvreté. Les trois systèmes qui se présentaient au départ et qui se déclaraient comme étant des instruments pour la lutte contre la pauvreté, il y avait des programmes socio-économiques de lutte contre la pauvreté, il y avait le système financier classique, il y avait aussi le système financier islamique. Donc une analyse critique un petit peu de l'impact de ces trois programmes sur la lutte contre la pauvreté a été menée par un certain nombre de chercheurs. Je n'ai pas le temps de rentrer en détail un petit peu des conclusions de chaque volet, mais ce que nous pourrons dire, c'est la conclusion générale, c'est que ni les programmes qui sont aujourd'hui, pour lesquels on a dépensé plus de 2000 milliards de dollars, n'ont pas suffi pour lutter, n'ont pas eu un impact positif, ni le système économique classique, le système financier classique n'ont contribué dans la lutte contre la pauvreté. Malheureusement, même le système économique, ou le système financier islamique, lui aussi, tel qu'il est mis en place, n'a pas donné des bons résultats dans la lutte contre la pauvreté. Les programmes socio-économiques sont des programmes d'assistance, non pas de programmes de lutte contre la pauvreté. Le système financier, ce qu'on reprochait au système financier classique, c'est que c'est un système non continu et c'est un système qui ne peut vivre qu'avec des crises. Bon, je vais donner un exemple de quelqu'un qui va emprunter $1 pendant avec 5% de taux d'intérêt. Après, en l'an 2000, voilà ce qu'il devrait rembourser. En l'an 1500, le chiffre devient énorme, et en l'an 2000, ça devient encore énorme. Donc, je vais encore donner un autre exemple. Je ne vais pas utiliser $1, mais je vais utiliser juste un cent. Avec un taux d'intérêt de 4%, en l'an 1750, la dette, ce monsieur-là, devra rembourser l'équivalent de la terre en or. Et en 1990, cela veut dire que c'est 8190 fois le volume de la terre en or. Ça ne veut pas dire que on ne devrait pas tarder à rembourser notre dette, sinon après 1000 ans on va rentrer en prison, mais ça veut dire que c'est un système non continu. C'est un système qui a besoin de crise pour retrouver son équilibre. Et c'est ce qui explique un petit peu les crises que nous voyons et qui commencent à se rapprocher parce que la masse monétaire devient importante et les taux aussi sont importants. Ça, au niveau
de système financier général. Lorsque nous avons voulu un petit peu trouver un système financier pour la lutte contre la pauvreté, on a créé la microfinance. La microfinance a montré qu'il y a un besoin énorme. Aujourd'hui, il y a plus de 130 millions de bénéficiaires de la microfinance. Ça veut dire qu'il y a énormément de demandes, il y a un besoin, mais nous voyons que les taux d'intérêt ne sont plus des taux d'intérêt de 4%, mais ce sont des taux d'intérêt de 66% et des fois 100%. Et même les statistiques que nous avons un petit peu étudiées et nous avons relevées concernant la lutte, combien de personnes, combien de ces bénéficiaires sont sortis de la pauvreté, ça ne dépasse pas 1,2% des gens qui ont, grâce à ce système, ont pu sortir de la pauvreté. J'arrive à la critique que nous avons fait concernant le système financier islamique. Et la critique, c'est par rapport à son application aujourd'hui. Non pas par rapport à son application, par rapport à la théorie initiale. Au départ, c'est un système, tel qu'il a été présenté, c'est un système qui se vaut inclusif, équitable et participatif. D'ailleurs, nous, au Maroc, on a choisi le mot la finance participative, parce qu'on souhaite que ce soit un système de participatif. Donc, lorsqu'on regarde un petit peu sur le plan de est-ce qu'il est inclusif ou pas, tel qu'il est appliqué aujourd'hui, il y a eu la création de plus de 700 institutions de finances islamiques. Ces institutions ont répondu aux besoins des grands projets de l'État. Nous avons la BID, la Banque islamique de développement, nous avons les fonds d'investissement qui répondent et qui financent ces grands projets. Elle a donné aussi la naissance à un certain nombre d'institutions pour le secteur formel, qui est les sociétés, les PME, les grandes entreprises, il y a les banques islamiques, il y a les fonds d'investissement, il y a beaucoup de choses. Il y a les sociétés de financement islamiques qui ont été créées. Mais lorsqu'on descend au bas de la pyramide, on voit que 85% n'ont pas aujourd'hui accès à ce système de financement islamique. Donc ce n'est pas un système inclusif. C'est un système aujourd'hui tel qu'il est appliqué, ne profite que 15% de la population. Et encore. Donc ça, la première critique. La deuxième critique, on a voulu dire que c'est un système équitable. C'est un système qui lutte contre le monopole. Lorsque je vois les ressources de financement qui sont utilisées aujourd'hui dans la finance islamique, il y a 4 origines. Il y a la finance de l'État, il y a le secteur privé, il y a le WAF aussi qui finance l'investissement, il y a aussi le Zakat qui finance l'investissement. Les 4 sources de financement de l'investissement, lorsque aujourd'hui ils veulent investir, ils investissent avec les 2 niveaux de la pyramide. Personne, aucun fonds n'a été destiné pour l'investissement avec le bas de la pyramide qui est les pauvres et les jeunes chômeurs. Donc, ce n'est pas un système qui est appliqué, ce n'est pas un système, c'est un monopole. La théorie dit qu'aujourd'hui, les fonds d'investissement sont dollars Troisième critique, c'est lorsqu'on parle d'un système participatif. Donc effectivement, aujourd'hui, quand on parle de système financier islamique, on parle pratiquement de 20 produits financiers islamiques. Certaines sont des opérations commerciales, d'autres sont des opérations de participation. Lorsque je regarde la réalité aujourd'hui, je vois que 95% des financements sont des financements par la Murabaha. Et la Murabaha n'est pas un système participatif tel qu'on le présente. Chaque produit, si vous regardez chaque produit de la finance islamique, il a 2 volets, un volet économique et un volet financier. Si je prends même la Murabaha, qui est aujourd'hui, qui domine ce système, elle a un volet économique qui est l'achat et la vente, et il y a un volet financier qui est le prêt avec 0 taux d'intérêt. Et le prêt, c'est un prêt pour le prix de vente. Or, lorsque je base mon système sur le gain au niveau de l'opération économique, je suis dans la capacitation économique. Et lorsque je base mon gain sur l'opération financière,
je suis dans la capacitation financière. Malheureusement, les banques islamiques qui sont aujourd'hui sur place ne basent pas leurs bénéfices sur l'opération économique. Bien que sur le plan de la forme, c'est basé sur le plan économique. Mais lorsqu'on étudie un dossier, nous avons ici avec nous des banquiers, bon, ils étudient la marge bénéficiaire qui devrait être calculée sur l'opération économique et la base sur la période. Est-ce que vous allez rembourser au bout d'un an, au bout de 2 années? Donc j'ai calculé ça, bien que sur le plan de la forme, c'est accepté. Mais sur le plan économique, j'ai basé mon bénéfice sur le plan financier. Donc nous avons mis en place un système qui devrait être un système économique, un système de participation, pour finalement ne garder qu'un seul produit ou 2 ou 3. Lorsque nous avons essayé de, cette fois-ci, baser la marge bénéficiaire des institutions sur l'opération économique, ça a donné naissance à plusieurs concepts. D'abord, ça a donné naissance à la murabaha NN, et non pas la murabaha 1-1. Ça veut dire la murabaha 1-1, c'est que lorsque vous demandez quelque chose, je l'achète pour vous et je vous le renvoie. Donc j'achète, il y a un seul vendeur et un seul acheteur. La murabaha NN, c'est la murabaha qui est basée sur l'économique. Lorsque j'ai 3 ou 4 personnes qui demandent la même chose, eh bien, je vais acheter sur 5, 6, 7 personnes. Donc j'achète de 10 personnes et je vends à 3 personnes. Donc c'est une murabaha NN. Et aujourd'hui, à partir de cette analyse-là, la banque s'est posé la question, donc qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ces 3 modèles, tels qu'ils sont appliqués aujourd'hui, ne permettent pas aux pauvres d'accéder à la richesse. Nous voyons, je vais aborder, pour permettre à quelqu'un d'investir, il y a 3 éléments. Il y a d'abord l'opportunité d'investissement, il y a le savoir-faire, il y a le financement. Si je n'ai pas ces 3 critères, je ne peux pas faire de l'investissement. Donc, ce qui est aujourd'hui comme projet réalisé, c'est le triangle au milieu, qui c'est une opportunité d'investissement pour laquelle il y a un savoir-faire et pour laquelle il y a un financement. Donc, les financiers aujourd'hui peuvent acheter le savoir-faire. Les opportunités d'investissement, on peut le dire. Mais il y a aussi des gens qui sont en dehors de ces 3 cercles, qui sont les jeunes chômeurs, qui sont les pauvres, qui n'ont ni opportunité d'investissement, ni savoir-faire et ni financement. Selon le modèle qui ont été présentés, ce sont des gens qui devraient être exclus de développement et pour lesquels on ne peut pas penser qu'ils peuvent devenir des investisseurs. Ce sont des gens pour lesquels on doit réfléchir pour eux. On doit créer de l'emploi pour eux. La Bible a posé 2 questions. Y a-t-il un moyen de fusionner ces 3 cercles? C'est-à-dire chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a une opportunité d'investissement, même s'il n'a pas de financement, et même s'il n'a pas de savoir-faire, eh bien, je lui permettrai d'acquérir ces 2 moyens. La même chose pour le financement et la même chose pour... Et c'est ce qu'elle a appelé capacitation économique. Et aussi pour les gens qui sont en dehors de cela, est-ce qu'il y a un moyen de les intégrer dans ces 3 cercles? Pour cela, la Bible a tout d'abord dit de quoi nous avons besoin pour sortir quelqu'un de la pauvreté. Pour pouvoir sortir quelqu'un de la pauvreté, il y a 5 obstacles qu'il faudrait traiter. Le premier obstacle, c'est l'opportunité d'investissement. Qu'est-ce qu'il doit, même si je lui donne de l'argent, même si vous prenez quelqu'un, un pauvre, et vous lui donnez de l'argent, vous ne pouvez pas le sortir de la pauvreté. La première des choses, c'est quoi faire avec cet argent? Quel investissement? Et aujourd'hui, les pauvres et les jeunes chômeurs et la population de l'ennemi n'ont pas d'idée sur les investissements. Un pauvre n'est plus un pauvre de finance, mais c'est un pauvre aussi d'information, c'est un pauvre aussi de formation. Donc, il n'a pas cet accès à l'information, il n'a pas l'accès à l'investissement. Le premier obstacle, c'est de trouver pour lui un projet d'investissement. Deuxième obstacle, c'est l'infrastructure, et ça, c'est pas nous. Nous parlons des pauvres qui se trouvent dans le milieu rural. Quand on parle de projet d'investissement, il y a un minimum d'infrastructure qu'il faudrait garantir. Troisième obstacle, c'est le réseautage. Même s'il réalise
son projet s'il n'est pas dans un réseau, s'il n'a pas d'associés, s'il n'a pas de gens qui travaillent avec lui pour le transfert de savoir-faire, pour le marketing, pour le vendre sa production, il ne pourra pas réussir son projet, même si c'est un bon projet. Donc il a besoin de projets d'investissement, d'infrastructures et de réseautage. Il a aussi besoin, lorsque j'ai ces trois éléments, je peux chercher le financement pour pouvoir financer. Mais ce sera un financement adapté, non pas un financement sous forme de crédit, parce que le crédit le laisse à sa propre destinée. C'est un financement participatif. Et le troisième élément, le cinquième élément, c'est changer de culture. Ce pauvre a vécu en tant que pauvre. Il a vécu en tant que quelqu'un qui donne de la charité. Il faut changer sa culture. Et ça aussi, ça demande un temps. Donc le programme qui a été conçu par la vie et qui s'appelle Economic Empowerment traite ces 5 volets dans un même projet. Et aujourd'hui, il n'y a pas que la vie qui travaille sur ça. Il y a aussi un des premiers groupes de la finance islamique qui est le groupe Baraka que vous connaissez, et dont le leader aujourd'hui qui est Shah Salah, qui déclare qu'il va ramener un nouveau concept qui est le Maqsaf. Et en fin de compte, le Maqsaf, c'est un petit peu plus là. C'est pas une banque qui donne de financement, c'est une banque qui essaye d'enlever tous ces obstacles aux jeunes promoteurs ou aux pauvres. Alors, ça c'est le concept. Pour cela, la Bible a mis un certain nombre de mécanismes et a expérimenté ce programme dans plusieurs pays. Ça a été expérimenté en Palestine, ça a été expérimenté au Soudan et ça a été expérimenté en Bénin. Puis à partir de cela, elle a fait un certain nombre de conférences pour essayer de présenter ce genre, et ça a été adopté aussi par un certain nombre de pays. Je sais qu'aujourd'hui, le Yémen est en train de faire la même chose, l'Égypte aussi, le Maroc a signé, dernièrement, la CDG a signé avec la Ligue et le JEIDA qui coiffe un petit peu les IMF un protocole pour introduire ce concept au Maroc. Il y a la Tunisie qui est en train de mettre en place une institution de capacitation économique, la Jordanie aussi, la Mauritanie, le Sénégal, la semaine prochaine ils vont créer une institution comme ça, la Côte d'Ivoire, le Mali et bien d'autres. Donc je vais juste... On se pose une question. Nous avons 5 milliards de pauvres aujourd'hui. Est-ce qu'il y a suffisamment d'opportunités d'investissement pour pouvoir inclure tout ce monde-là? Une étude qui a été faite par l'Université Cornell aux États-Unis a montré qu'il y a 10 fois plus d'opportunités d'investissement au bas de la pyramide qu'en haut de la pyramide. Et avec les expériences que nous avons travaillées, ça a été approuvé. Donc je vais juste passer à quelques expériences. Donc, au niveau de la capacitation économique, il n'y a pas le type de clientèle, il y a 4 types de clients. Il y a les individus. On peut faire la capacitation économique pour des individus, pour des familles. Et on peut faire de la capacitation économique pour des individus, mais regroupés dans des groupes solidaires. On peut faire de la capacitation économique pour des unions, c'est-à-dire des gens qui se regroupent dans la même société et qui peuvent réaliser un grand projet. Et il y a aussi la capacitation économique pour des villages. Donc je vais prendre un village. Ça, c'est un village qui se trouve au niveau du Soudan. C'est un village qui s'appelle Abou Halima. Abou Halima, c'est un des villages les plus pauvres au Soudan. Ce village a signé un contrat avec l'institution de financement, l'institution de la capacitation économique, pour sortir de la pauvreté, pour élever le niveau de vie de ce village comporte 1000 familles. Donc le premier projet qui a été créé, maintenant ils sont dans le deuxième projet, c'est les serres. Un grand projet très moderne qui a coûté 4 millions de dollars et qui est aujourd'hui la propriété de 600 familles qui fait partie de ce village. Alors, je vais parler des 5 obstacles que j'ai cités. Donc, le projet, ça a été identifié. Le projet, ça a été identifié par l'institution de capacitation économique. C'est elle qui a fait l'étude de faisabilité, c'est elle qui a fait le montage, c'est elle qui a fait tout ça. Deuxième chose, pardon, donc, la deuxième, c'est le réseautage. Ce projet a été réalisé en partenariat avec une grande société spécialisée en Turquie.
spécialisé dans la culture sous serre, qui est aussi un partenaire. Et c'est la première fois qu'on voit une institution financière importante, c'est la première institution financière islamique au niveau du Soudan, qui rentre dans un projet en partenariat avec une grande structure au niveau de la Turquie et qui rentre en partenariat avec 600 familles pauvres. Troisième élément, c'est l'infrastructure. Donc, vous voyez ici les serres, mais derrière ça, il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a les lieux de stockage, il y a tout ça qui a été construit pour ce projet. Cinquièmement, le changement de la culture. Ce projet-là est géré aujourd'hui par les jeunes dans chaque famille. En fait, quand j'ai dit 600 familles, c'est 125 familles, mais dans chaque famille, il y a 5 personnes. Et donc, parmi ces 5 personnes, il y a un jeune diplômé qui représente cette famille. Donc, ce projet est géré par les 125 personnes lauréats, des jeunes diplômés en chômage, et qui sont répartis dans des commissions des directions de marketing, direction de maintenance, direction administrative, etc., et qui gèrent ce projet comme une grande structure. Ça, c'est le projet. Je donnerai aussi un autre exemple au niveau de la Palestine. Et d'ailleurs, lorsque nous avons travaillé dans ces 3 pays, ça n'a pas été choisi au hasard. La Palestine, pourquoi? Parce que tout le monde dit que nous ne pouvons pas avoir d'investissement en Palestine, parce que la situation ne nous permettrait pas, parce qu'il y a l'occupant, il y a un certain nombre de choses. Et tous les programmes de microfinance qui ont été distribués n'ont pas été remboursés, parce que les familles n'ont pas d'argent. Le programme, lorsqu'il est rentré en Palestine, il a analysé la situation de 4000 familles, puis canalisé leurs capacités et créé pour chacune de ces familles un projet. Et aujourd'hui, dans ce programme, il y a 16 000 familles qui bénéficient de cela. Il y a une génération de revenus pour l'État, de richesse pour l'État, de 30 millions chaque année. Il y a une contribution au PIB de 1,7% de ces familles. Et aujourd'hui, il y a plus de 300 000 personnes qui vivent avec ce projet-là. Voilà un exemple de projet. Ça, c'est un terrain, vous avez 2 photos. Un terrain qui n'était pas cultivé et un terrain par la suite qui est cultivé avec des palmes de Mijoul, qui est Mijoul marocain. Alors, ce projet-là, avec seulement 2000 mètres, ça fait vivre une famille parce que les recettes de 2000 mètres, c'est environ 16 000 $, ce qui est largement suffisant pour les gens qui se trouvent à Gaza et pour les gens qui se trouvent au niveau de Sergio Koubazi. Alors, aujourd'hui, nous travaillons sur le même projet, mais on élargit pour 15 000 familles, et c'est un projet de 50 millions $. Donc, nous parlons de la microfinance, c'est de la microfinance. Le tronc commun avec la microfinance sont 2 choses. Nous avons la même population, c'est les pauvres, nous travaillons avec les pauvres. Et deuxième, lorsque vous prenez 50 millions, vous le divisez par 15 000 bénéficiaires, et bien ça donnera 3 000 $ pratiquement pour chaque famille. Donc c'est de la micro. Mais la Bible a été convaincue que nous ne pouvons pas réaliser rien que des projets individuels. Nous parlons de 4 milliards de pauvres, il faut des projets individuels et des grands projets. Et nous ne pouvons pas travailler dans le scénario qui est aujourd'hui en train d'être mis en place par les IMF, qui fait que le pauvre produit pour le pauvre. Le marché des pauvres est très petit. Le grand marché, c'est le marché des gens. Et aujourd'hui, ces gens-là exportent vers l'Europe et exportent vers d'autres pays. Cela me rappelle un programme que nous avons au Maroc, qui est le Maroc vert, qui a aussi donné énormément d'opportunités d'investissement. Mais malheureusement, il n'y a que des riches qui peuvent bénéficier de ces opportunités d'investissement du Maroc vert. Et c'est la raison pour laquelle Sa Majesté a posé la question pourquoi la richesse n'est pas équitablement répartie, à cause de ça. Aujourd'hui, au niveau de Maroc vert, il suffit de faire un investissement et vous allez vous faire rembourser de 70%, même de 100% de ce que vous faites. Mais qui peut faire l'investissement? C'est celui qui a de l'argent. Mais s'il y a aujourd'hui une institution de capacitation économique qui soit l'intermédiaire entre ce programme-là de Maroc vert et les bénéficiaires qui sont des pauvres, et qui prend des terrains, les cultive en
en les finançant et se fait rembourser. Et la famille pauvre ne va rembourser que le reliquat pour les 20%. Si nous attendons à ce qu'ils investissent, ils ne pourront pas investir. Voilà, je termine avec ça. Merci. Bravo, Philippe Naoui, merci beaucoup pour la richesse, et pour l'innovation du concept, et bravo encore pour avoir eu le courage de le pratiquer sur le terrain, et bravo pour la persévérance pour le faire écrire. Et merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Donc c'est une richesse que je voudrais partager avec le public en matière d'échange. Donc à vous la parole. Première question. My question is for Mr. Wael. So how can Islamic finance institutions coexist with the existing monetary and banking system? So I'm not sure how the existing prevailing rate compares to the earnings margin as Ustad Hilo referred to, but that screams opportunity for arbitrage to me. And if there's arbitrage in theory, as people take advantage of the arbitrage, the market will fix itself and reach an equilibrium. So both institutions will be pretty much interchangeable. Which leads me to my second question is, how can Islamic finance institutions compete other than based on personal preference of people that want to follow Sharia law? Thank you. Question, s'il vous plaît. Alors, c'est pas une question, c'est peut-être une contribution à l'explication de l'interdiction de l'assurance classique. Et en même temps, une manière d'expliquer un petit peu les caractéristiques principales de l'assurance takaful. Lorsqu'on paye une assurance conventionnelle, on la paye bien sûr au départ d'un contrat d'assurance, et non pas à la fin. À partir du moment où elle est payée, elle est totalement possédée par l'assurance. Et donc, il y a un versement qui est préalable au sinistre lui-même. Donc, on dit qu'il y a le halal, mais en réalité, il y a deux éléments. Il n'y a pas simplement le halal, il y a le risque et il y a l'incertitude. Dans l'assurance classique, on paye le risque et l'incertitude. Dans l'assurance islamique, on ne paye que le risque. Pourquoi? Parce que l'évaluation dans l'assurance classique, il est a priori, alors que l'évaluation du risque dans l'assurance islamique, il est a posteriori, c'est après l'exercice. Donc forcément, les assurances classiques majorent le risque. Pourquoi ils majorent le risque? Parce qu'ils se disent, il se pourrait qu'une année, il y ait plus de risques que la moyenne. Donc, forcément, dans le coût qu'il intègre, il intègre une marge d'incertitude qui est non probabilisable. La différence entre le concept de risque et d'incertitude, c'est que le concept de risque, il est probabilisable, alors que le concept d'incertitude, il est non probabilisable. Mais il est probabilisable par l'assurance. Pourquoi? Parce qu'elle se dit peut-être qu'une année, il y aurait une moyenne supérieure d'accidents, et donc j'aurais à payer un supplément. Donc, en réalité, dans l'assurance islamique takaful, et c'est pour ça qu'on appelle takaful, c'est que vous payez réellement le coût réel du risque. Ceci dit, il y a deux types d'assurance. Deux types de sociétés d'assurance takaful. Il y a l'assurance takaful privée et il y a l'assurance takaful mutualiste. L'une, elle est à but non lucratif, l'autre, elle est à but lucratif, mais bien sûr avec évaluation du coût a posteriori et non pas a priori. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, Dr. Teni. Donc, je donne la parole tout de suite à Rahman Hilou. Yes, thank you very much. I would like to echo what has been said by Sidi Wael and add to this technical issue raised by Sidi Omar Kitani about takaful. What you said is a technical issue. There is also the legal issue. Gharar is prohibited by Islam, so we move from conventional insurance to takaful. But what I would emphasize on is the ethical issue. Please imagine, consider with me that the system
implemented by the conventional insurance system is a small group of people holding shares of a commercial company, benefiting from a monopoly agreement given by the state, and these people are making money off the bodies of a huge community thanks to the imbalanced game between the policies in what they paid initially and the claim payments. This is properly not ethic. What is ethic is that any dirham paid to a company or to the community should belong at the end of the day to the policy holders. And I think that if we are driven by ethics, we could sometimes, how can I say, target more easily the finality or the purpose of the Islamic législation. Pour Sidi Anas, je voudrais vraiment le féliciter pour cette action. Tout ce qu'il a dit me rappelle, et je pense que ça lui rappelle aussi, l'origine historique des banques islamiques à Mid-Rama. Figurez-vous qu'en 1963, la première manifestation des banques islamiques était très proche de ce que Sidi Anas pratique aujourd'hui. C'est comme si c'était une revanche prise pour feu Ahmed Najjar, qui en 1963, en s'inspirant des modèles allemands, des caisses d'épargne, a voulu créer, il a créé, pendant 3 ans ça a fonctionné, un système de financement basé sur Sharia pour les pauvres agriculteurs. Bien entendu, le nasserisme à cette époque, influencé par la crainte des frères musulmans, a étouffé le projet et l'a complètement éliminé. Mais l'enseignement qu'on peut en tirer, c'est que si, mais si les banques islamiques avaient poursuivi cet essor en partant de ce modèle initial, on n'aurait pas le système islamique bancaire aujourd'hui. Le système islamique bancaire d'El Lyon, il est né avec une cuillère en or dans la bouche. Il est né en 1975, réellement, mis à part IUB, qui est une banque de développement, mais Dubai Islamic Bank, puis les banques de Khalid, Darman Islamique, puis le Baraka, puis toutes les autres, sont nées avec l'envolée des pétrodollars, la pression des liquidités, beaucoup de liquidités, il faut les rentabiliser, donc on va vers les modes de financement les plus secure for depositors, et qui sont en Baraka, et on continue à commercer avec le haut de la pyramide, avec les gens riches. Et c'est une affaire d'acte de naissance. Et ça, c'est pour ça que je tiens à te féliciter, Anas, pour cette revanche qu'on est en train de faire prendre à l'Islamic Banking en réinitialisant un nouveau modèle. Puis je conclue ma petite intervention, nous espérons tous que l'expérience marocaine, qui est arrivée très tard, puisse tirer bénéfice de tout cela et marquer vraiment l'exception marocaine. Et dire, ما كاين بس غادي يكونوا دي بانك اللي كنقول انا غير كنخرج بالنسبه للبانكي le futur banquier اللي غدا غادي يجي يستثمر en début 2016 dans une banque. Tout ce que dit Anas et tout ce que moi je dis, bon, à la limite, moi j'ai 12 ans, je veux gagner de l'argent. Donc Anas, je crois que le modèle qui sera implanté au Maroc ressemblera aux banques commerciales qui font beaucoup de murabaha, qui font مزيان كيخفوا من ناحيه شرعيه على المتعاملين هذا كله مزيان ما كننتقدوش. Mais j'espère que le Maroc pourra apporter, à titre d'exception culturelle, un buy model, un modèle second, parallèle, qui ressemble à ça, à ce que développe CNS dans d'autres pays. Nul n'est prophète dans son pays, vous le savez. Donc il a mais je pense qu'il y a un grand avenir pour ce type de pratique et à nous tous de donner de l'importance à l'éthique ou le maqasid à côté des règles et des normes. ماشي كله نبقيو نضيف الناحيه الشرعيه ما فيه مشكل ولكن خصنا نشوفوا المقاصد والمآلات الاجتماعيه. سمحوا لي على هذا اختلاط اللغات هذا هو حال المغرب. Une petite remarque, c'est que les 3 premières banques qui ont été créées dans le monde musulman, les 3 premières banques, et pas seulement Mitra, sont de la microfinance. La première était au Pakistan et c'était une banque qui faisait des crédits gratuits pour les petits agriculteurs, pas en 1963 mais avant, en 1958-59. C'était la première expérience, elle était pakistanaise.
Ils veulent être les premiers sur le marché de la microfinance. Mais c'est pas grave. Les Pakistanais étaient les premiers. Les deuxièmes, c'était la Malaisie par Sundouk al-Hajj, qui était de la micro-épargne, qui va être bien sûr par la suite destinée à des projets d'investissement et qui est devenue par la suite la première banque islamique à un certain moment en Malaisie. Et la troisième, c'est l'Islam. Donc, les pays du Golfe ont volé l'idée et ils l'ont transformée en banque commerciale. Alors qu'au départ, les banques étaient à nature microfinance. Merci beaucoup, Dr Khtemi et Dr Ahlou. Je voudrais tout de même continuer sur la réponse à la première question avec Siwaïd Aminou pour revenir par la suite à redonner la parole au public pour poser leurs questions. Sinon, on terminera par une petite conclusion de Siwaïd et Stianet. What Dr. Ahlou said, he reminded me of something very important. Comparing conventional insurance with the government. The issue we have today with the conventional insurance, we have we call concentration. If you look at the concentration ratio of insurance companies, big insurance companies, there is a big concentration because the way insurance companies works, you have insurance and you have reinsurance again. So if you aggregate all the risks supported by very few companies, we have a big problem because if one of those companies happen to fail, we have big issues at the international level because it's so concentrated, it's so capitalistic because the barriers to entry are extremely high. So when we deal with AAG, with AXA, those guys, they're all big guys. But in the event of any bankruptcy, like the one that happened in the financial crisis, we have a big systemic risk for the entire planet. So this is extremely important, this concentration of insurance companies. As for the question with arbitrage, today in financial markets, usually there are what we call dual banking markets or dual financial markets. So you are able to find all products. You find SAC and you find derivatives, you find treasury bonds and so on. So the positive arbitrage exists. I mean, if I take a SAC, and today we know, as I mentioned, Sukuk generally they have like a fixed payoff or like a very stable payoffs at this time. Because one of the challenges we have in Islamic finance because we have a gap between the principles and the practice. Sometimes there is a huge gap, but in reality what you find in the market is that the profile of Sukuk are quite, so to speak, similar to treasury or to debt, or actually to bonds. So in this case, you might find arbitrage opportunity. And that's why, if you look at Sukuk, the way they are priced, you go back to LIBOR, you go back to interest and so on. So this is the reality of things. That's why we have a long way to go. So arbitrage exists in the financial markets because they are open. And by the way, the big international investment banks, they are heavy traders on Sukuk and so on. So arbitrage exists. This is the reality of the market. Merci, Siwaïd. Des questions? Sinon, je poserai une à Dr Khtemi, si vous voulez bien. Là, nous sommes à l'aube de voir les banques islamiques marocaines voir le jour. Est-ce que vous pensez que nous sommes condamnés à rester prisonniers de l'intermédiation financière avec des marges d'intermédiation qui sont assez effritées, ou bien les banques islamiques pourraient avoir l'intelligence et surtout la chance de faire un métier de banque d'investissement façon retail, avec des tickets d'entrée plus démocratisés et avec des segments clients encore plus démocratisés en touchant non pas seulement la GE, mais aussi la PME, la TPE, la micro-entreprise. Autre chose, est-ce que la banque islamique au Maroc pourrait tenter de faire du commerce direct, de faire de la murabaha NN, ou bien aura-t-elle également le courage de faire des plateformes de crowdfunding au lieu d'utiliser les dépôts des clients en création monétaire islamique, qui est loin du noyau dur de la philosophie de la finance islamique? Est-ce que le business model actuel qui est pratiqué dans les banques commerciales islamiques est-il islamique? Tu veux dire que c'est
Faut remarquer que c'est le banquier qui Voilà, qui bien parle. la Les question, critiques justement. du système bancaire. C'est une bonne augure. Ça me rappelle une discussion que je venais d'avoir avec un banquier, un certain nombre de banques qui veulent créer une filiale islamique. Et j'ai commencé un petit peu à expliquer les différents modes de financement islamique, en disant voilà comment ils devraient être appliqués. À la fin, il m'a dit eh ben, c'est plus le métier de banquier. Ah, mais en dehors du métier de banquier. Moi, je pense qu'il y a une orthodoxie bancaire. C'est l'intermédiation financière. Aujourd'hui, je suppose qu'il est difficile pour des gens qui travaillent aujourd'hui, parce que ceux qui vont créer aujourd'hui les banques islamiques sont les banques classiques. Il est difficile aujourd'hui pour quelqu'un qui a une culture bancaire, qui a travaillé dans la banque, qui a avec cet esprit-là, de travailler sans demander de garantie, de prendre de risques, de faire ces différents modes de financement. Je pense que, à mon avis, il faudrait même changer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne parle pas de microfinance islamique, on parle de la capacitation économique. Et aujourd'hui, même au niveau de la BIT, on essaie de dire, nous avons passé de la finance classique à la finance islamique classique, et aujourd'hui, on voudrait passer de la finance islamique classique au financement de développement. Le mot français, mais ça veut dire al-tamwil inmali. C'est pas tamwil tamiya, tamwil inmali. Et tamwil inmali, c'est celui qui est caractérisé par les trois choses. Un système inclusif qui n'exclut personne, un système équitable qui met les ressources à la disposition de tout le monde, et un système participatif qui contribue dans le développement et qui n'est pas seulement un système financier. Notre objectif, notre perspective, c'est qu'aujourd'hui il y a plus de 700 institutions de financement islamique. Il y a une action qui est menée auprès de ces institutions pour que chacune de ces institutions crée une filiale de la capacitation économique. Et nous tablons sur au moins 400 institutions de capacitation économique dans les 10 années à venir. Pourquoi 400? Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, il y a 3 institutions qui sont créées. Il y a une institution de capacitation économique au Soudan, Irada. Il y a une autre institution de capacitation économique qui est créée au Yémen. Il y a une 3e institution de capacitation économique qui est créée en Zaytouna Temkin. Donc c'est Zaytouna qui a créé Zaytouna Temkin. Et il y a aussi une quinzaine d'autres projets en Palestine, au Maroc avec Jaïda, au Sénégal avec la Banque islamique. Donc quel est l'objectif? Si ces 400 institutions créent une institution de capacitation économique et que chacune de ces institutions de capacitation économique prend en charge, comme c'est le cas de Irada aujourd'hui au niveau de Soudan, qui a 200 000 clients qui travaillent avec eux pour les sortir de la pauvreté, ça veut dire qu'au bout de 200 000 clients chaque année, ça veut dire qu'au bout de 5 années, on a 1 million de clients par institution. Ça veut dire 400 millions d'institutions au bout de 10 années. Ça veut dire les pauvres qui existent sur 400 millions de familles, multipliés par 7, ça nous donne le chiffre vraiment un peu moins. Mais c'est l'objectif aujourd'hui. Nous n'essayons pas aujourd'hui d'essayer de changer la culture des banques qui existent. Ce sont des banques qui font leur travail, qui savent très bien le faire. Aujourd'hui, ils vont utiliser des produits conformes à la charia, donc ils vont les utiliser, mais on ne va pas leur demander de plus, de changer même la culture et de commencer à faire l'investissement. Il faut qu'il y ait des institutions filiales ou des institutions frères qui soient mises en place. Alors, ces institutions auront besoin de ce qu'on appelle les ressources de financement. Alors, ces ressources de financement, on parle aussi d'un certain nombre de financements de développement. Le waqf al-Imani, le waqf de développement, etc. L'idée est attirante. Lorsqu'on a présenté le waqf al-Imani en Arabie Saoudite, il y a les 2 lieux saints, Medina al-Munawwara et Mecca al-Mukarrama, qui ont créé un fonds de waqf al-Imani pour les pauvres de Medina et de Mecca, pour un montant de 1 milliard de riyals. Il y a aussi, lorsque l'expérience en Palestine a donné des bons résultats, il y a le gouvernement
palestiniens, en collaboration avec les Nations Unies et en collaboration avec la Ligue, ont demandé la création d'un fonds de 500 millions de dollars pour prendre en charge 240 000 familles qui existent aujourd'hui et qui sont au-dessus de seuil de la pauvreté en Palestine. Et le fonds a trouvé des participants aujourd'hui. Nous sommes même arrivés à 1 milliard de dollars. Aujourd'hui, la Ligue est en train de mettre une institution de Waqf Imari. Et ce Waqf Imari, c'est le Waqf, c'est l'argent de Waqf qui investit dans ce genre de projet. Étant donné que ce sont des projets rentables, pourquoi se limiter à la création d'un immeuble qui comporte deux défauts? Un, on utilise le capital qu'une seule fois, et deux, il est utilisé avec des hautes latérales. Le Waqf Imari, c'est un fonds revolving qui finance l'investissement pour les familles pauvres et qui a une rentabilité. Aujourd'hui, la rentabilité que nous avons observée au Soudan ou là en Palestine, c'est entre 10 et 37%. Le taux de remboursement il est de 100%. On ne parle pas de 99%. Pourquoi il y a le taux de remboursement? Parce qu'il n'y a pas de remboursement. Parce que ce sont des partenaires. On partage les bénéfices. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, il y a une tendance et il y a des fonds qui vont être créés pour cela. Même la CDG a proposé à ce qu'elle crée avec la Ligue un Waqf Imari de 500 millions de dollars aussi. Merci. Donc, nous avons encore 5 minutes auxquelles on pourrait en profiter pour poser la même question à nos deux conférenciers. Tout ça, c'est très beau. Est-ce que c'est rentable? Voilà le banquier qui revient. Voilà. For la rentabilité. For Takaful companies, unfortunately, the answer is no. You've got many Takaful companies not profitable. The reason behind it goes, we have three reasons actually. The first reason is it's a new industry, and it's very hard to be profitable in the first years. The second one is scale. I mean, if you don't have a big scale in such industries, it's very hard to make profits because you need back office teams, you need to manage the claims, you need to manage contributions, you need to assess the risk or not uncertainties. But in this case, you need back office, and the back office, if you have very few operations, it's not profitable. So, and the third reason, and this is also for me sad, but this is the reality of the market, is that you have going back to arbitrage. You have like customers making arbitrage in this case, because some people say, yeah, Islamic finance, it's good. We're definitely with Islamic finance, but the reality of the market, you know that people are comparing. Okay, it takes product one compared to product two. And some people don't do this comparison, but many people do this comparison, and at the end of the day, it's kind of arbitrage. It puts a lot of pressure on the Takaful companies to have their at least contributions at the same level of insurance companies, and those insurance companies, they don't have the same scale. Yeah, the product is different, but at the end, the consumer is paying a contribution and getting an insurance. It's the same for banking, it's the same problem. So, and the third reason is that in many cases, Takaful companies are part of financial groups. Whereas you have Zaytuna Takaful with Bank Takaful, and we have many instances like that. And sometimes they don't care between brackets if the company is not making profit, as long as it can bring customers to the bank. So we have also this issue. But by and large, if you look at the financial systems of these Takaful companies, many of them are not making a lot of money, but this is the beginning of the industry, so maybe we need more time in order to reach this critical mass and to have more maturity because of progress. Merci beaucoup. Moi, je dis que la finance islamique de développement est rentable. Moi, je dis que la finance islamique est rentable. La finance islamique de développement, c'est-à-dire le concept de la capacitation économique, est rentable pour la simple raison qu'il y a moins de risques. Au contraire de ce qu'on peut penser, les projets pour lesquels nous avons un projet de capacitation ont moins de risques parce qu'il n'y a pas de grève, il n'y a pas d'augmentation de salaire, parce que les gens qui travaillent sont les propriétaires de l'usine. Donc ils font de sorte que ça réussisse. Et c'est dans l'intérêt de tout le monde. Et c'est d'ailleurs, si nous avions le temps, le même projet qui a été financé par Qard Hassan, par un crédit gratuit,
Le même qui a été financé par la capacitation économique, le deuxième a réussi, le premier n'a pas réussi. Parce qu'ils n'étaient pas capables de rembourser même le capital, sans intérêt. Donc, c'est un bon modèle économique de solidarité qui réussit. La finance islamique classique, qui est basée sur le Murabaha, réussit aussi, mais pour d'autres raisons. Ce n'est pas parce que c'est un bon modèle économique, mais parce que ça répond aux besoins de la population. Aujourd'hui, il y a des gens qui acceptent d'aller dans les banques islamiques et de payer même cher parce que c'est confirmé. Et il y a d'autres personnes qui ont de l'argent qui refusent de le mettre dans les banques et qui souhaitent les mettre dans les banques. Donc ça répond à un besoin aujourd'hui de conformité avec le Sharia. C'est la raison pour laquelle ça doit marcher. Merci beaucoup. Là, on voudrait juste profiter pour une bémol de la fin avec Siwaïd Aminou, qui a également une autre casquette qu'il n'a pas encore utilisée jusqu'à présent, c'est celle du marketing financier islamique. Et là, c'est une manière pour moi de tendre la brèche pour les panels d'après-midi et pour ouvrir l'appétit du public. Et on a vu que ces institutions financières ont le souci d'être islamiques, aussi bien sur un plan de conformité charia que sur le plan des maqasid de charia souhaitons-le. Maintenant, ces banques sont islamiques. Est-ce que le client est islamique? Je ne sais pas comment tu définis le client islamique, mais la réalité, en fait, just to go back to the first point, we need, see, Anna talks about the religiosity as a factor to buy products. I think, and this is one of the challenges, I think we need to attain a certain level to the point of buying Islamic finance product, not for compliance, but for the utility that is generated. That's why we need, talking about Murabaha, I'm talking about Islamic finance 2.0. In Islamic 2.0, we're going to buy Islamic finance product. We don't thinking about Sharia compliance. And as a matter of fact, some people today do it in Indonesia. Some people open bank accounts or take Islamic financing not because of Sharia compliance, but because they believe in the product. I think if we, as we presented, if we have the ability of proposing new products that are superior from a functional standpoint, I think we would have realized an important objective of Islamic finance, because at the end, for me at least, Sharia compliance should be just a plus. Like we say in French, in service, or that it's important, I agree with you, but we shouldn't, because the problem is that we have the opposite attitude right now. It says some Islamic financial institutions say, I'm Sharia compliant, but I have a crappy service. It's like, yeah, I'm Sharia compliant. That's good. It's like going, you go to the butcher, the Muslim butcher, and it's like, not to the point, but this is halal. Okay, I'm obliged to buy halal, but I'm obliged to buy halal and to have a better quality of service. So that's one of the challenges we have in Islamic finance. Yes, Sharia compliance, but I say that one of the duties of Islamic financial institutions is to offer better services, and maybe different services. We're not obliged to mimic the same products. The objective is to serve the customer. As you presented, this is different products. We are not obliged to do the same product. But at the end of the day, Sharia compliance should be just a plus from my perspective. It's important. I don't deny that, but for me, it shouldn't be a marketing argument. Merci beaucoup. Mais là, on est obligé de terminer pour aller à la prière du vendredi. Donc là, on reprend pour le déjeuner à 14h.